Bonjour à tous, je m'appelle Glenn Deason et aujourd'hui nous sommes rejoints par un cher ami, le professeur Jeffrey Sachs. Nous avons beaucoup parlé dans le passé de cette rivalité américano-russe au cœur de la rivalité OTAN-Russie, bien sûr. Nous avons discuté des efforts des Américains et des Russes pour mettre fin à la guerre et rétablir les relations. Cependant, je voulais vous interroger aujourd'hui sur les Européens et leur rôle, car vous veniez de parler au Parlement de l'UPOPOR, et maintenant votre discours est partout sur Internet. Nous nous retrouvons dans une situation étrange, semble-t-il, où tout le monde veut que la guerre se termine. Nous trouvons les États-Unis, la Russie, la Chine, en effet la plupart du monde, sur la même longueur d'onde, y compris la majorité des Ukrainiens, d'ailleurs, qui sont même prêts à accepter des concessions territoriales pour obtenir la paix. Il semble que l'exception, ou du moins l'exception principale, soit l'Union européenne, où la menace de la paix, qu'elle puisse éclater, semble encore une fois provoquer la panique. Le Premier ministre danois a même soutenu que la paix pourrait être plus dangereuse que la guerre. C'est donc encore une fois un énorme changement, je suppose, car l'U-Member était vendu comme un projet de paix. En effet, dans les années 90, les Russes opposaient l'UPOMER comme le bon Occident à l'OTAN, comme le mauvais Occident. Mais comment expliquer cette panique? Que s'est-il vraiment passé? Est-ce un intérêt, une idéologie? Croient-ils à leurs propres récits selon lesquels la Russie tente de restaurer l'Union soviétique? Est-ce une dépendance vis-à-vis des États-Unis? Comment interprétez-vous ce changement dramatique, je dirais, négatif de l'Union européenne? Thanks, Glenn. Great to be with you. I have to say, Eh bien, merci Glenn, c'est un plaisir d'être avec vous. Je dois dire que je suis confus car je m'attendais à plus de la part de l'Europe. Bien sûr, l'Europe est divisée en interne. Il y a beaucoup de sentiments anti-guerre en Europe, notamment exprimés par le Premier ministre Orbán de Hongrie et le Premier ministre Fico de Slovaquie. Il y aura probablement un nouveau gouvernement en République tchèque qui sera un gouvernement anti-guerre plus tard cette année. Ainsi, l'ancien empire austro-hongrois, les terres des Habsbourg, seront à peu près unis contre cette guerre. Il y a beaucoup de voix partout en Europe qui veulent que la guerre se termine. C'est ce que montrent les sondages d'opinion publique. Mais les dirigeants politiques disent pas tellement. Et en fait, ils subissent défaite après défaite, ceux qui ont poursuivi cette guerre. Ainsi, les dirigeants européens sont devenus très impopulaires pendant cette période. Bien sûr, l'économie a énormément souffert de l'arrêt du gaz naturel à bas coût en provenance de Russie. Cela a entraîné une contraction de l'économie allemande qui s'est propagée au reste de l'Europe. Les coûts de l'énergie ont grimpé en flèche. Les gouvernements sont impopulaires en Allemagne. Le parti au pouvoir SPD s'est effondré de manière choquante dans son soutien public lors du récent sondage. Macron est très impopulaire en France. Ce qui est déroutant, pourquoi je dis que je suis confus, c'est que ces politiciens ne suivent pas l'opinion publique. Ils n'agissent pas comme des politiciens cherchant à maximiser le soutien public ou le vote. Que font-ils exactement? J'avais interprété, et j'interprète toujours, les 30 dernières années comme une aventure de l'unipolarité menée par les États-Unis qui s'est manifestée le plus explicitement par l'élargissement de l'OTAN et que l'Europe y a adhéré à contre-cœur. Ce que nous pensons savoir d'événements comme le sommet de Bucarest en 2008 sur l'élargissement de l'OTAN, c'est que la chancelière Merkel et le président Sarkozy de France étaient réticents à suivre la ligne américaine de l'élargissement de l'OTAN. Et c'est surtout un engagement clair, une feuille de route pour l'avenir. Pour que l'Ukraine et la Géorgie rejoignent l'OTAN. Ils étaient donc réticents, mais ils ont abandonné leur résistance lors du sommet de Bucarest sous la pression des États-Unis et ont ensuite adhéré à l'approche américaine.
Cela incluait l'Europe acceptant le coup d'État et le fait que les États-Unis ont activement promu un changement de régime en février 2014. Les États-Unis ont reconnu un gouvernement issu d'un coup d'État violent un jour après que les ministres des Affaires étrangères européens avaient négocié presque exactement le contraire. Une continuation du gouvernement Yanukovych pendant de nombreux mois, jusqu'à ce qu'il y ait des élections nationales plus tard en 2014. Ainsi, les Européens ont plié leur jeu le 22 février 2014 et ont suivi la voie américaine. Mon interprétation a été que l'Amérique a mené ce que j'ai appelé un jeu. C'était un jeu d'expansion des États-Unis, de l'unipolarité des États-Unis visant à affaiblir et à étendre la Russie. Le terme « étendre la Russie » est celui utilisé par la Rand Corporation en 2019 pour dire « faites tout ce que vous pouvez pour affaiblir, ennuyer, saper la Russie ». Quelle politique! D'ailleurs, c'est stupéfiant que des adultes se comportent comme des enfants de manière aussi imprudente. Mais c'est ce qu'ils ont fait. Maintenant, l'Europe se voit soudainement offrir la perspective que cette approche absurde, échouée et désastreuse prendra fin. Et ils disent « pas question, pas question, cela continue. Nous continuerons la guerre. » Bien sûr, ils ne peuvent pas continuer la guerre, même avec les États-Unis. La Russie gagne la guerre sans toutes les élections. Oui, fortune. L'Europe en elle-même, c'est absurde de parler dans les termes qu'ils utilisent. Pour revenir à votre question et à ma confusion, pourquoi l'Europe manque-t-elle le moment maintenant? Je pense qu'il y a plusieurs choses évidentes à dire. Premièrement, l'Europe n'a pas institutionnellement de politique étrangère. Ce sont 27 pays. L'UE n'a pas, selon les règles du jeu de l'Union européenne, même le pouvoir d'avoir une politique étrangère. Que ce soit une bonne ou une mauvaise chose est une question. Mais la politique étrangère est essentiellement ce qui résulte des décisions de 27 pays disparates. C'est donc un premier point. Deuxièmement, il y a une peur absolue dans les États baltes parce que les États baltes ont dépendu des États-Unis pour les soutenir. Et avec le soutien des États-Unis, ils pensaient pouvoir être aussi désagréables envers les Russes qu'ils le voulaient, rhétoriquement, même envers leur propre population russophone, en essayant d'interdire la langue russe ou les écoles russes, parce qu'ils pensaient que les États-Unis les soutenaient. Ainsi, ces petits pays ont été les plus véhéments russophobes de tous les pays. Pourquoi se comporter de cette manière? Eh bien, ils comptaient sur les États-Unis pour avoir le grand bâton qui allait les protéger. Et maintenant, les États-Unis ne les protègent pas, donc ils sont en panique, certainement. À mon avis, ce que ces pays, les États baltes, faisaient ces dernières années était très dangereux. Si vous avez un voisin puissant, ne passez pas chaque jour à l'attaquer, le condamner, le haïr, essayer de le saper, dire qu'il devrait se fragmenter. Si vous êtes petit et que vous avez un grand voisin à côté, ne parlez même pas de cette façon. Soyez malin. Ayez de la diplomatie. Mais ils pensaient, oh, les États-Unis nous protégeront, donc nous pouvons être aussi bruyants et désagréables que possible. Ok, maintenant ils paniquent vraiment. Mais comment quelqu'un peut-il expliquer les paroles du Premier ministre danois? Je ne peux pas. Chaque théorie que j'ai, si j'étais le Premier ministre danois et que je m'inquiétais d'une invasion par une grande puissance, je serais absolument préoccupé par les États-Unis d'Amérique parce que Donald Trump a exprimé très vivement son intérêt pour le Groenland. Je ne pense pas que le président Poutine ait exprimé son appétit vorace pour le Groenland ou pour le Danemark. En fait, je sais qu'il ne l'a évidemment pas fait, mais Donald Trump l'a fait. Et donc, si vous êtes le Premier ministre du Danemark et que votre travail est la sécurité nationale, comment pouvez-vous adopter cette ligne selon laquelle la guerre continue est la meilleure et être si inconscient des véritables changements géopolitiques pour votre pays?
geopolitics is for your country. I find it extremely confusing to. Je trouve ça extrêmement déroutant, ou peut-être que déroutant n'est pas le bon mot. Je trouve très consternant qu'il y ait une telle incohérence dans l'approche européenne. Maintenant, c'était une réponse longue pour dire qu'il y a probablement de nombreux facteurs qui expliquent l'incohérence de l'Europe en ce moment. Je peux dire à un certain niveau que je dis aux dirigeants européens depuis des années d'ouvrir une discussion directe avec Moscou. C'est ce que vous devez faire de nombreux points de vue différents pour mettre fin à la guerre, pour atteindre la sécurité collective, pour avoir un nouvel arrangement de sécurité en Europe, pour comprendre les différents points de vue. C'est la seule chose qui n'a pas eu lieu jusqu'à aujourd'hui. Ils ne comprennent pas cela. Ils semblent aimer voyager à Kiev pour leurs opportunités de photo. Dieu sait pourquoi ils considèrent cela comme une opportunité de photo. C'est une catastrophe, cette approche. Mais ils ne visent pas la diplomatie avec la Russie. Maintenant, les États-Unis sont activement engagés dans la diplomatie avec la Russie. Et c'est une bonne chose pour le monde, une bonne chose pour l'Europe, et une bonne chose pour l'Ukraine. Mais même alors, l'Europe ne dit pas « Oh, nous devons ouvrir nos propres canaux ». Au lieu de cela, l'Europe supplie les États-Unis « Laissez-nous être à la table ». Vous savez, l'Union européenne a plus de personnes que les États-Unis. L'Union européenne est plus proche de la Russie, bien sûr, géographiquement. Elle a plus en jeu. Pourquoi l'Union doit-elle passer par les États-Unis en suppliant pour une place pour discuter avec la Russie? Pourquoi n'ouvre-t-elle pas une discussion directement avec la Russie, ce que le gouvernement russe a dit à plusieurs reprises qu'il est ouvert à faire? C'est une situation intéressante dans laquelle les Européens supplient plus ou moins les Américains d'être autorisés à en faire partie. Mais personne ne veut décrocher le téléphone et appeler Moscou pour leur parler. C'est donc un peu une contradiction. Mais il semble aussi que l'unité dans l'Union européenne dépend souvent de la création de ces récits, où une seule option est légitime et tout le reste est illégitime, car c'est un bon moyen de forcer efficacement le consensus. Vous avez mentionné que nous avons une certaine opposition en Europe, comme Viktor Orban et Robert Fico. Eh bien, de l'autre côté de l'Atlantique, bien sûr, aux États-Unis, nous avons maintenant Donald Trump, et je pourrais aussi vérifier sur la poussée pour la paix. Mais ils sont immédiatement étiquetés comme poutinistes. Nous ne discutons pas de leurs arguments. Et la seule position légitime est que, encore une fois, la guerre est le seul chemin vers la paix. Et tout le monde est soit radicalement à gauche, soit radicalement à droite, s'il s'écarte de ce que nous exigeons comme consensus. Il semble que nous ayons remplacé la réflexion stratégique par ces slogans moralisateurs, où il ne peut y avoir qu'une seule position. Nous finissons souvent avec ces slogans où nous disons, vous savez, que l'OTAN devrait être autorisée à s'étendre, parce que l'alternative est que la Russie dicte à l'Ukraine ce qu'elle peut faire. Nous avons ces autres slogans selon lesquels nous ne pouvons pas parler aux Russes, comme vous l'avez dit, sans les Ukrainiens. En effet, même parler aux Russes est problématique, car cela pourrait encourager Poutine. Que diriez-vous à ceux qui s'appuient essentiellement sur ces hypothèses morales derrière ces slogans? Je dirais qu'ils devraient s'engager dans une diplomatie normale, une diplomatie prudente normale. Je ne parle pas de traités secrets, je ne parle pas d'alliances secrètes, je ne parle pas de concessions secrètes. Mais l'idée de simplement s'engager avec votre homologue, un homologue puissant sur votre continent, pour discuter de questions d'importance vitale, est la première règle de la diplomatie. Et c'est ce qui a disparu. La norme est devenue de ne pas parler à l'autre camp. C'est une idée choquante et erronée. Quand vous parlez, deux choses se produisent. Premièrement, vous apprenez réellement quelque chose, car l'autre des points de vue, des raisons et des motivations que vous ne comprenez peut-être pas.
that maybe you don't understand. So it's extremely important to talk to the other side. Il est donc extrêmement important de parler à l'autre camp. Un deuxième point est plus humain. Et ce que je vais dire est prouvé dans des centaines d'études expérimentales sur les jeux, c'est que lorsque vous parlez à l'autre camp, vous avez beaucoup plus de chances d'atteindre une compréhension avec l'autre camp grâce au processus de communication, grâce à l'humanisation de la relation. Cela peut sembler naïf, mais ce n'est en fait pas naïf. La diplomatie nécessite une communication bidirectionnelle. La négociation n'est pas avec une machine, c'est avec une autre personne. C'est avec un autre ministre des Affaires étrangères. Je parle aux ministres des Affaires étrangères du monde entier. Les bons se parlent entre eux. Je pense que dans nos discussions précédentes, j'ai mentionné une occasion bizarre que j'ai eue avec le G20 lorsqu'il était accueilli par l'Indonésie et que les ministres des Affaires étrangères se sont rencontrés à Bali. J'ai été invité à leur parler par vidéo. J'étais donc sur un appel Zoom avec les ministres des Affaires étrangères du G20. Ce qui m'a choqué, c'est que les ministres des Affaires étrangères européens et américains ne voulaient pas parler aux ministres des Affaires étrangères russes qui étaient dans la salle. L'idée était de montrer, comme des lycéens, que nous sommes dans une clique. Nous ne parlons même pas avec vous. Vous n'appartenez pas à notre clique. C'était tellement immature. J'étais stupéfait. Je pouvais leur parler, mais ils ne se parlaient pas entre eux, même s'ils étaient physiquement dans la même pièce. L'idée était de ne pas se serrer la main, de ne pas être sur une photo commune, de ne pas avoir de discussion entre eux. Donc, cela est devenu une norme. Et l'Europe a au moins 1000 ans, on pourrait dire 2000 ans, d'expérience diplomatique, inventant beaucoup de ce que nous appelons la diplomatie. Ils devraient savoir se parler, ils devraient comprendre. Le Premier ministre du Danemark devrait comprendre que la Russie sera là demain, elle sera là l'année prochaine, elle sera là dans 10 ans. Vous plaisantez, parlez de cette façon. Donc je pense que c'est un effondrement des processus de base. Essentiellement, je pense que c'est parce qu'ils ont tout externalisé aux États-Unis, ce qui, soit dit en passant, n'était pas vrai même pour les décennies des années 80-90 et les premières années des années 2000. Nous devrions nous rappeler que lorsque les États-Unis ont mené leur guerre absolument destructrice, illégale et idiote en Irak en 2003, de nombreuses grandes puissances européennes étaient contre. Lorsque les États-Unis ont poussé pour l'élargissement de l'OTAN en 2008, j'ai parlé avec des dirigeants européens qui m'ont dit « Que fait votre président? Pourquoi fait-il cela? C'est destructeur. » Mais d'après mon expérience, toute la politique étrangère européenne s'est effondrée en 2008. Après cela, il ne s'agissait que de suivre la direction des États-Unis. Et j'espère, je compte sur une sorte de renouveau de cela. C'est intéressant. Ces derniers jours, l'Europe a montré des lueurs d'une voie européenne. Pas des lueurs constructives, soit dit en passant. Not constructive glimmers, by the way. It's been more, we oppose the US, they want peace, we want war. C'est plus, nous nous opposons aux États-Unis, ils veulent la paix, nous voulons la guerre. Mais au moins c'est une position européenne. Je vais considérer cela comme un modeste pas en avant. Au moins l'Europe parle comme l'Europe. Maintenant, s'ils pouvaient penser différemment, un peu, alors ils réaliseraient que la bellicosité est vouée à l'échec, parce que l'Europe ne peut pas soutenir l'Ukraine dans une guerre, et l'Ukraine ne peut pas être victorieuse. Elle ne peut que perdre des centaines de milliers de personnes supplémentaires et d'énormes quantités de territoire d'ailleurs, si cette guerre ne se termine pas. Et l'Europe devrait atténuer sa panique que la Russie est sur le point d'envahir l'Europe, ce qui n'est pas le cas, et ouvrir ce que la Russie appelle en fait depuis 30 ans, à savoir une véritable diplomatie sur la sécurité collective sur le continent européen.
Et si elle le fait, et je n'abandonne pas cela, ce serait un changement constructif majeur, et cela pourrait arriver plus tôt que nous ne le pensons. Vous savez, je pense que c'est aussi le seul résultat pacifique qui bénéficierait réellement à tout le monde, s'il y avait une révision de la discussion sur une véritable architecture de sécurité européenne, comme si nous pouvions raviver le concept de sécurité indivisible, qui était le principal, jusqu'à ce que nous ayons l'idée d'une paix hégémonique. Oui, cela serait finalement bon pour l'Ukraine aussi, car plus la Russie se sent menacée, plus elle réagira agressivement. Et c'est une très mauvaise nouvelle pour les États en première ligne qui sont à la frontière russe. Mais je veux aussi vous interroger sur, vous avez mentionné l'accord de Minsk et tout cela, mais les négociations d'Istanbul, car dans cette bataille des récits, chaque fois que nous avons des récits ou des faits qui ne correspondent pas aux récits, ils sont simplement écartés. Par exemple, les négociations d'Istanbul au début de 2022 sont maintenant complètement absentes du récit de guerre de l'UNOR, parce qu'elles ne correspondent pas à l'idée que les Russes voulaient simplement restaurer l'Union soviétique, ou ces autres récits qu'ils poussent. Mais vous étiez réellement là, vous avez volé à Istanbul. Alors que les Russes et les Ukrainiens négociaient, qu'est-ce qui manque au récit de l'UERB? L'objectif de la Russie en 2022 avec l'opération militaire spéciale telle que je l'interprète était de forcer l'Ukraine, si je puis utiliser ce terme car elle était sous contrainte, à revenir à la neutralité, ce qui aurait bénéficié à tout le monde. L'Ukraine, la Russie, l'Europe, tout le monde. Donc elle poussait pour quelque chose qui avait parfaitement du sens. L'Ukraine en tant que neutre aurait été en sécurité. Elle aurait été stable. Elle n'aurait pas été une zone de guerre. Mais les États-Unis détestent la neutralité. C'était tout le point du moment unipolaire. La neutralité est une violation de soit vous êtes avec nous, soit vous êtes contre nous. Si vous prétendez être neutre, vous êtes simplement contre nous. C'était la vision des États-Unis. Donc, l'objectif de guerre de la Russie en février 2022 était la neutralité de l'Ukraine. Et finalement, la mise en œuvre de quelque chose comme Minsk II, qui était l'autonomie et la protection de la population ethnique russe. Ce sont des objectifs limités. Ils n'appelaient pas à l'annexion du Donbass. C'est quelque chose qui est venu plus tard dans l'année. Ce n'était pas un objectif en février 2022, et ce n'était pas sur la table en mars 2022. Nous savons maintenant de tant de participants, de ceux avec qui j'ai parlé à Ankara en fait, les médiateurs turcs, des Russes, des Ukrainiens, des Américains, des Britanniques. Nous savons de tant de sources différentes que les deux parties étaient proches d'un accord, et cela a été torpillé par les États-Unis et le Royaume-Uni. Boris Johnson a peut-être été le messager à la fin qui a mis un terme définitif à cela. Mais les deux parties étaient proches d'un accord parce que Zelensky disait publiquement à la fin de mars 2022, dans des interviews dans le Financial Times et à de nombreux autres endroits, oui, l'Ukraine peut être neutre. Ils étaient en train de parvenir à un accord. Les États-Unis ne voulaient pas d'un accord à ce moment-là. Le Royaume-Uni, qui est une autre longue histoire, montre que l'on peut avoir une nostalgie impériale, même plus d'un demi-siècle plus tard. Le Royaume-Uni est un pays qui croit absurdement qu'il est un empire mondial impérial et agit comme tel, comptant toujours sur les États-Unis pour faire ses volontés. Le Royaume-Uni a dit non, nous devons vaincre la Russie pour protéger l'hégémonie occidentale. C'est en fait ce que Boris Johnson a dit publiquement l'année dernière. C'est de cela que parle la guerre. C'est ce que vous et moi avons dit. C'est ce qui est clairement le cas.
Et donc l'absence de cet épisode dans le récit européen est importante, comme vous le dites, car cela montre que le récit européen est complètement un récit qui n'a aucun sens. Ce n'est pas vrai ce qui s'est passé. Ce n'est pas vrai comment cela s'est déroulé. Vous vous demandez cependant s'ils le savent et refusent absolument de dire la vérité. Ou ne le savent-ils pas? Parce que certains d'entre eux ne sont pas très sophistiqués et peut-être qu'ils croient à leur propre récit ou à tout autre récit venant de Washington, etc. C'est un peu déroutant d'essayer de comprendre comment ils peuvent être si mal orientés. Je dois dire cependant que lorsque je suis allé au Parlement européen, c'était une réunion parallèle. Ce n'était pas une réunion officielle du Parlement européen, mais des personnes de tous les partis à travers le Parlement m'ont écrit par la suite pour exprimer leur soutien. Merci. Nous avons besoin de diplomatie, nous avons besoin d'une politique étrangère européenne. La réaction a été extrêmement positive, sauf de la part de la Commission elle-même, mais des parlementaires, des gens à travers l'Europe, des personnes de toutes les tendances politiques d'ailleurs. Ce n'est pas une position extrémiste, bien au contraire. Les gens veulent la paix en Europe, ils veulent un retour à la diplomatie en Europe. C'est le leadership qui ne leur offre pas cela en ce moment. Ce serait du bon sens, car pour le moment, le plan de l'EU Member Forwarder semble être de s'opposer au monde, d'utiliser de l'argent qu'elle n'a pas pour acheter des armes qui n'existent pas, afin de pouvoir vaincre sur le champ de bataille la plus grande puissance nucléaire du monde, qui considère cela comme une menace existentielle. Donc, il n'est pas vraiment clair quelle est la stratégie, mais... Et je vois qu'aujourd'hui les Britanniques appellent désormais à la confiscation pure et simple des actifs russes. Bien sûr, il est facile pour le Royaume-Uni de dire à l'Europe de confisquer les actifs russes, de détruire complètement votre solvabilité, votre position dans le monde de la finance, votre position dans le monde de l'économie monétaire. C'est ce que font les Britanniques de nos jours. Ils fanfaronnent, ils disent des absurdités comme la grande puissance impériale sacrifiant tout le monde. Oui, mais il semble que l'UE soit impatiente de le faire. Et alors que Trump se prépare à s'éloigner de l'Ukraine, après que cette guerre par procuration ait été perdue, cela a été déchargé sur les Européens. Et les Européens semblent très disposés, voire trop impatients, à prendre en charge ce désastre. Il est choquant que nous n'ayons pas de véritable discussion sur le fait de parler aux Russes et de discuter des questions de sécurité européenne. Comme je l'ai dit, ils sont probablement piégés par leur propre récit, après 3 ans, à prétendre combattre le nouvel Hitler. Je pense qu'il serait très difficile d'accepter que le camp adverse puisse avoir des préoccupations légitimes. Mais de toute façon, nous y sommes. Professeur Sachs, merci beaucoup pour votre temps. Je l'apprécie vraiment. Je sais que vous avez beaucoup à faire. En effet, vous êtes sur le point de partir en ce moment. Donc je l'apprécie. Glenn, si je pouvais juste ajouter un mot de plus. Encore une fois, ce n'est qu'une lueur de possibilités. Mais quand Merz a remporté l'élection en Allemagne, bien sûr, il a fait une déclaration juste après, disant qu'une partie de son travail sera de comprendre que l'Europe devra avoir une position indépendante des États-Unis. C'était en fait une déclaration assez claire. Encore une fois, comme nous en avons discuté, quelle que soit cette position indépendante, qu'elle soit du bon côté ou du mauvais côté, c'est une autre affaire. Mais vous savez, l'Allemagne est importante dans cela, bien sûr centrale. Il y aura un nouveau chancelier. Il y a eu un rejet de la politique passée. Il y a la réalité des négociations américano-russes. Il y a une tradition en Allemagne d'une certaine indépendance en politique étrangère au cours des 40 dernières années, de Willy Brandt, Helmut Schmidt, Kohl, Schröder
et en fait Merkel jusqu'en 2008, je dirais. Peut-être. Gardons simplement un œil là-dessus et espérons que l'Allemagne puisse être une force constructive dans la restauration des liens européens-russes, de la diplomatie et des relations économiques entre l'Europe et la Russie. Après tout, l'un des principaux objectifs des néoconservateurs américains après 1991 était de rompre les liens économiques entre l'Allemagne et la Russie. Ils l'ont fait. Ils ont fait sauter le pipeline et détruit ce qui était la base de l'industrie lourde allemande, à savoir l'énergie et les ressources à bas coût en provenance de Russie. Et Merz, en tant que parti des affaires, pourrait, juste peut-être, en prendre conscience plus tôt que tard. Eh bien, pendant la guerre froide, les Allemands, lorsqu'ils s'opposaient aux États-Unis, c'était généralement pour améliorer les relations avec Moscou. Comme l'a soutenu Willy Brandt, le concept était celui de la sécurité indivisible. Sécurité pour tous ou sécurité pour personne. C'était très différent de la politique des blocs où la maximisation du pouvoir est assimilée à la maximisation de la sécurité. Mais Willy Brandt semble avoir le courage de se détacher un peu des États-Unis et de confronter l'Amérique parce qu'ils ne sont pas assez hostiles envers les Russes. Donc, c'est exactement le mauvais moment pour le faire. Ça pourrait être, voyons voir. Eh bien, merci encore, professeur, c'est un plaisir d'être avec vous. Super, Glenn, merci beaucoup. Merci. Thanks.